belle ambassade qui est on ne peut plus française et on ne peut plus italienne en même temps. Comme vous le savez, les restaurations et les rajoutes des années 30 ont voulu respecter totalement le goût, le jus, je voudrais dire en coco, de l'hôtel, ce qui en fait un peu un unicum à Paris, parce que les autres grandes ambassades ont été quand même, puis-je dire, contaminées par l'Empire, alors que le XVIIIe règne ici souverain, même dans les parties italiennes et même dans les parties ajoutées. Ce théâtre, comme vous le savez, est un petit théâtre de cour sicilien du XVIIIe siècle, et la salle d'en haut, que vous n'aurez pas l'obligation de voir, mais qui est aussi amusante, est construite et restaurée autour de 5 Francesco Antonio Giovanni Caracciolo, qui est à l'honneur ces jours-ci avec un anecdote dans plusieurs expositions parisiennes. Donc, bienvenue avant tout. Un mot de ma part sur l'initiative de ce soir, qui est la deuxième que nous prenons avec notre ami Goppion, et par notre ami Goppion, et grâce à notre ami Goppion, et qui voulait être un petit complément aux grandes fêtes de l'inauguration de l'aile islamique du Louvre qui s'est tenue hier. Et c'est un esprit, celui de vouloir donner aux collections islamiques de la France et de Paris un siège aussi imposant et aussi beau que celui que nous avons tous admiré, qui fait partie d'une philosophie qui est la nôtre, qui est celle d'évoquer toujours dans la construction de l'Europe une dimension méditerranéenne qu'on ne peut oublier. Et moi, en tant qu'Italien du Sud, j'évoque le génie de Frédéric II, le Souabe, qui avait peut-être le seul conçu une Europe moderne qui aille de son fief allemand des Hohenstaufen jusqu'au périmètre entier et toutes les rives de la Méditerranée. Je crois que jamais en Europe n'avait régné une harmonie et une collaboration aussi profonde et aussi fructueuse. Nous sommes malheureusement dans des temps un peu différents, mais je crois qu'il ne s'agit pas de baisser la garde sur l'amitié et sur le dialogue dont nos deux grandes civilisations doivent continuer et poursuivre de l'autre côté de la mer au nom de l'Europe et de l'autre côté de la mer pour avancer vers une amitié avec l'Europe qui soit solide et sur de grandes bases. Comme toujours, l'Italie est partout en même temps, parce que vous fêtez justement l'inauguration de l'aile islamique du Louvre, qui ne serait pas là sans quelques Italiens qui y sont passés. Les architectes, M. Bellini avant tout, qui aurait voulu être parmi nous ce soir, mais qui a dû partir, les grands artisans de la présentation de cet art qui sont là ce soir, les Goppion, les collectionneurs qui sont là aussi. Et donc, juste avant de passer la parole à mon ami Goppion pour la présentation de leurs travaux dans l'aile du musée du Louvre et l'illustration qui suivra, je voudrais faire dire un mot à mon ami Emanuele Pattarella, qui après courte réflexion a donné sa collection à l'aile islamique du Louvre et qui a pu l'admirer lui-même aujourd'hui. Je lui passe brièvement la parole et puis on continue et on enchaîne. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je ne suis pas un parleur, normalement, on ne me demande pas de parler, puisque je suis très ami de mon ambassadeur, je ne lui nierai pas cette possibilité. Depuis hier, en effet, la petite collection que j'ai donnée au musée du Louvre est abritée partiellement par les vitrines de M. Goppion. Donc, c'est un cours, je suis déjà protégé par vos vitrines. Et donc,
donc ça m'en réjouit. Je vois arriver une dame importante qui est le conservateur en chef du musée du Louvre et qui parlerait beaucoup mieux que moi. En tout cas, merci Sophie d'être venue toi aussi. Merci à vous. Voilà. L'idée de la collectionneur, c'est toujours motivé par quelque chose qui s'appelle passion, évidemment. Est-ce que je parle assez haut? Tout le monde m'entend? Voilà. C'est depuis au moins 40 ans qu'on voyage avec Laetitia, la personne qui partage ma vie. 40 ans qu'on voyage dans le monde. On a commencé par l'Italie, évidemment, et en étant italien. Je suis romain, je l'ai dit, probablement. Je suis né en Italie, et je suis romain. Après avoir connu l'Italie, on s'est dirigé vers la Grèce sublime avec ses mythes et sa lumière. Et puis on a élargi notre connaissance en se dirigeant vers la Turquie et fatalement le Moyen-Orient. Là, quelque chose est arrivé, en effet, de magique, d'oriental, comme les Mille et Nuits racontent. C'est-à-dire, c'est ouvert une porte et nous sommes entrés dans un monde, surtout un monde de calligraphie. Calligraphique, cette calligraphie nerveuse, exceptionnellement vibrante et comment dire, et difficilement visible, impossible à lire, mais fatalement attractive. Tellement attractive que je pourrais alors, je me suis inscrit à l'école pour savoir au moins lire cette merveille de invention de l'homme oriental. Cette calligraphie m'a porté finalement à vouloir acheter des calligraphies, même en céramique. Même en céramique, qui sont maintenant partiellement dans le musée que Sophie Macaillou, conservateur en chef, a voulu choisir de ma collection. Puis, ça me plaît, je lui dis, tu te prends tout, et c'est fini comme ça. Alors, voilà, ça a été un acte d'amour, un musée qui est évidemment, comme vous le savez, à mon avis, le plus important au monde. Donc qui a eu le savoir-faire pour me savoir demander de faire ce cadeau. Et puisque la collection a été faite par Laetitia et moi ensemble, on a décidé de la garder ensemble. C'était la meilleure façon de la garder, était la donner à un grand musée. Vous savez que les héritiers, normalement, en tant que meurent, il faut partager. Et ça, c'était une magnifique occasion pour dire à mes enfants, écoutez, n'attendez pas d'avoir ma collection parce qu'elle va directement dans un musée. Pour moi, elle reste ensemble. Le nom de Laetitia et le mien reste ensemble pour l'éternité, dans des belles vitrines et dans un lieu qui est Paris, le Louvre. Voilà. Je crois d'avoir fini mon speech, à moins que l'ambassadeur me dise non, tu dois raconter quelque chose d'autre. Mais par hasard, les journalistes font toujours, mais un épisode. Non, les épisodes sont tellement incroyablement spirituels que c'est inutile. Tout le monde qui a été dans le monde arabe, à un certain moment, raconte quelque chose qui est arrivé avec un marchand, donc inutile. Vous connaissez l'histoire. Je crois que je vais passer la parole à M. Goppion. Goppion, qui est un nom italien, vénitien, mais qui se prononce en français parfaitement comme Goppion. Vietri, for his warm hospitality that makes us always feel welcome here in France. Thank you to the Louvre, to its president, Henri Loirette, and to Madame Claudia Ferrazzi, who honored us with their visit to our Milan workshop. To Madame Francois Marcos, Madame Sophie Macaillou, Madame Christia Haye, and all the Louvre technicians who have worked in close collaboration with our technicians outfitting the Les Arts de l'Islam.
Thank you to the designers, to architect Rudy Ricciotti, architect Mario Bellini, and Giovanna Bonfanti, and a special, heartfelt thank you to architect Renaud Pierrat, who not only had faith in us, but also passions in developing the most extraordinary cases that our workshop has ever engineered. They have been singularly committed to realizing the dream of every exhibit designer to create soap bubbles that disappear and enhance the vision of the masterpieces inside them without interfering with the space in the museum. Later on, we will have time to examine this area with Madame Macayou and architect Pierrat presentation. And thank you from the bottom of my heart to our most appreciated guests coming from Arab nations, to whom I would like to say that I am honored, after having developed the showcases at the Jamil Gallery at the V&A and the Islamic Museum in Cairo and the Museum of Institut de Monde Arabe, I am honored to be part of the creation of this museum, which established a bridge to the Islamic culture and world. It is my ambition to create partnerships in their countries and make available to them the professionalism and specialized technology that we have developed over many years. Business that has free and close relations have been fostered with the principal institution worldwide. Our experience and know-how is outlined in our catalog, which has been translated into Arabic, and it would be our pleasure to share it with you and your expert. Finally, let me express my sincere gratitude to all my collaborators, from the project manager Giancarlo Cotrufo to the most modest of the installation technicians, to each of them indiscriminately. They have shown great personal commitment to ensure that this magnificent work of exhibit design and museology become reality. I gladly turn the floor over to architect Anne Lamé and to Dr. Andrea Sartori later on. Thank you. Anne Lamé, architecte française, j'ai passé la plupart des années de ma vie dans différents pays à l'extérieur de la France, et donc là je suis heureuse de pouvoir revenir sur Paris et sur la France grâce à monsieur et madame Goppion, qui me permettent de travailler sur des projets aussi extraordinaires que l'aile des arts de l'islam au Louvre. Donc je vais passer en anglais puisque tous les francophones sont polyglottes, c'est bienvenu. Let me begin with a few words about our company, Goppion, based in Milan, Italy. For over 60 years, we've been designing, producing, and installing display cases that protect some of the world's most important and famous works of art and cultural artifacts. Our clients include museums around the globe, from Italy to the United States, from Egypt to Morocco, from China to the United Kingdom, and from France to Canada, and all the way to Australia. So Goppion is a major contributor to the preservation of the world's cultural heritage. I'd like to illustrate this commitment by showing you some of our most significant projects. At Goppion, we welcome the opportunity to take on ever greater and more demanding challenges. We have built up our expertise by working on projects ranging from small and simple to huge and complex. We undertake all of them in cooperation with major museums, restoration and conservation institutes, scientific research centers, and university departments. One of our first major assignments was the construction of display cases for the crown jewels in the Tower of London. These cases incorporate ultra-high security features and sophisticated lighting systems. These challenges have also impacted our organization and management methods. One notable example was the production of display cases for the British Gallery at the Victoria and Albert Museum. Over
180 unique models, not two alike. Goppion's R&D Center conducts advanced engineering research to meet the most exacting museological and exhibit design requirements. One remarkable example is the construction of a table display case for the Wellcome Trust Gallery in the British Museum in 2003. It's 14 meters long with a single, fully opening glass lid. Among our most innovative projects in terms of dimensions, distance from our facilities, and complexity is the huge installation for the Museum of Fine Art of Boston, largely completed in 2008, but still partly in progress. Tonight, however, thanks to the hospitality of His Excellency Ambassador Caracciolo di Vietri and the presence of such distinguished guests, we are gathered to celebrate the Louvre Museum and the opening of the Art of Islam Gallery. So I trust you will pardon me for mentioning the major installations that we have already produced for and with the Louvre and its outstanding team. The first has been described as the ultimate in conservation, security and display engineering. It's the famous case for Leonardo da Vinci Mona Lisa, inaugurated in 2005. A few years later, we developed and installed the showcase for another icon of Western culture, the Gallery of the Venus de Milan. Today, the Louvre opened the Art of Islam Gallery, our latest production for exhibiting the treasures of Islamic art. It's a field where Goppion has been working for several years. We began in 2006 with the Jamil Gallery of Islamic Art at the V&A, in which we produced all the display units. These include bell cases for small objects and giant wall cases with doors several meters high for displaying carpets. But the centerpiece of the gallery has been called the world's largest display case for the world's largest carpet, the Arabic carpet, dating from 1539, which measures an impressive 7 by 10.5 meters. The case is 7 meters wide, 11 meters long, and 3 meters high. It's a jewel of display technology. It consists of glass panes with no base or metal supports. It can be fully raised thanks to a complex system of screws hidden in the floor. In 2010, we produced a new installation for the Museum of Islamic Art in Cairo. In addition to the pedestals for objects displayed in the open, we built and assembled a total of 86 cases to meet the designer's specification, which was to create the atmosphere of lightness. The goal was to make the approximately 2,500 objects seem as if they were floating in mid-air, awaiting discovery by the viewer. More recently, in 2011, and not far from here, we worked on the renovation of the museum for the Institut du Monde Arabe. We built highly customized cases to meet the specific requirements for the exhibition project. The artifacts of the Arab culture, including manuscripts, stone sculpture, inscriptions, and everyday objects and garments, appear as if suspended in the air inside large cases. And now we come to the star of the evening, the Departement des Arts de l'Islam, a project of which the Louvre once again chose Goppion. For its complexity, its design, and the richness of the collection displayed, this gallery is undoubtedly the most important new installation in the recent museography. It is composed of 105 cases, many of which are truly gigantic. On average, they measure 4.5 meters long, 1 meter deep, and 2.40 meters high. The cases are modeled around the objects they display, ranging in size up to a monumental unit 8 meter long that forms a splendid exhibit in its own, right on the ground floor of the Cour Visconti, under the veiled light of the Golden Cloud. The cases are arranged in a near irregular pattern, which Renaud will explain later, relative to the museum's floor plan. They alternate between cases
with upright panels lined with grey stone and cases with inclined decks for displaying carpets. Here, as well, the prevailing choice is lightness for structure, aimed at showcasing the Islamic masterpieces. But the lightness and transparency of the cases should not mislead the viewer. The cases also meet the strictest safety and security requirements for the artifacts, museum visitors, and technical staff. All of the projects that you have been kind and patient enough to view thus far are just a selection of Goppion achievements. Our track record includes countless other projects undertaken in a wide variety of contexts, but always driven by the same concern: the quest for the state-of-the-art engineering solutions that will reconcile display and conservation requirements. In this case, we have taken a major step forward by defining an entire system which we have called System Q. Our idea is to offer museum curators and designers a series of leading-edge components and solutions. With these, we can produce display cases that offer optimal performance in terms of conservation, visibility, and flexible layout. System Q is not an old-fashioned catalog, but a full-scale museum design manual running to almost 500 pages. In these 2 volumes, every museum professional can find the information and the solutions needed to design or renovate his or her museum in close partnership with Goppion. Our prime goal in publishing these volumes has been to offer a service to the international museum community. That's why we immediately decided to translate it into several languages. The catalog is available in Italian, English, French, Spanish, and German. Today, especially in the occasion of the opening ceremony of the Departement Islam, we are particularly happy to present you the very latest translation, which is in Arabic. At the end of the evening, we will give you a digital version of this new Arabic version of the catalog. By making the System Q text available to Arabic-speaking museum professionals, we want to show our respect for their great culture, and above all, we wish to contribute to an upgrading of knowledge and skills that, when applied to the museum world, will promote and disseminate awareness of the vast cultural heritage of Islam. We trust that this will foster dialogue between our cultures and the path of shared progress. Here are some examples of what System Q can do for you. The system allows the construction of display cases in different shapes and sizes. Then we can be customized and tailored to any type of museum and any exhibition environment. Indeed, by our Perconane System Q offers more than 150,000 potential models. That's taking into account all the different possible layouts, opening system, lighting devices, conservation systems, case interiors, and communication systems, which are so important for conveying the cultural message. Indeed,
When we created such a flexible and modular system, our guiding principle was precisely to preserve the client's freedom to communicate those messages in accordance with their choices and requirements. In this case, the system used for the big freestanding display cases that most of you, I think, have seen in the Art del Islam in the next 2 pages. The sliding system with this huge bubble, glass bubble, moving on these guides. The technology that made possible to follow and to make result with high performances of the idea, of the geographical idea of the project. Also, this movement is present in the big horizontal table display cases of the Art del Islam with the lift-up pantograph system. Allow me to conclude with a quick selection of some projects, all based on System Q, but extremely diverse in their design and display arrangement. First, the clean lines of the Musée Tommy Ungaret in Strasbourg. Next, the sober, restrained elegance of the Clock and Watches Gallery in the British Museum. Next, the variety of display solution used at the National Museum of American Indian of New York, part of the Smithsonian Institution. Lastly, the evocative atmosphere of the Nelson Atkins Museum of Art in Kansas City. This is, in short, is the Goppion story. It is a summary of our experience and expertise, which we have shared with you this evening, and which we look forward to sharing again by working together on new challenges and on new projects. And now probably Renaud verrà this interview. Quelque chose sur I present you Renaud Pierrat. Sophie Lacarrière. Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, on va quand même faire un peu français et puis un peu anglais. Donc,
je vais servir de traducteur non officiel pour Renaud. Un mot d'abord pour vous dire qu'évidemment nous sommes très heureux d'ouvrir ces nouveaux espaces. C'est la conclusion de 10 ans de travail, puisqu'un travail ça commence d'abord toujours avant d'avoir choisi des architectes. Il faut écrire un programme, il faut argumenter, c'était la création. Choisir un projet, et c'est un projet où, en fait, c'était un choix pas très difficile à faire, parce que c'était pour moi de toute évidence le projet qui disait la collection. Renaud m'a fait un jour un très gentil compliment, mais ça devait être par hasard. Il m'a dit j'ai rarement vu un programme aussi écrit avant un concours. Je crois qu'on avait beaucoup écrit, effectivement, c'était très précis. Et dans ce programme, on disait des choses en substance qui nous semblait essentielle. Nous ne voulons pas de mur, nous voulons de la lumière naturelle, et nous voulons pouvoir voir les objets sur toute leur couture, de tous les côtés. Voilà. Nous voulons qu'ils soient libres. Donc j'espère que vous êtes venus, ou vous allez venir bientôt dans les nouveaux espaces. Et vous verrez que des fois les choses deviennent exactement ce qu'on voulait qu'elles soient, elles sont même plus belles que ce qu'on voulait qu'elles soient. Et quand je regarde ce que nous avons fait tous ensemble, aussi avec Christina Haï, qui est là-bas, au bout de la salle. Christina, est-ce que tu veux bien te lever? Et qui est la directrice de l'activité. C'est un merveilleux travail d'équipe. C'est des dizaines, des centaines de personnes impliquées. C'est une société, Goppion. C'est aussi un projet européen. Il y a eu des Polonais, des Anglais, des Italiens, bien sûr, un peu de Français quand même, voilà. Beaucoup de gens qui ont travaillé, des équipes de restaurateurs, des équipes de monteurs d'œuvres d'art, 56 équipes de restaurateurs, c'est pas 56 restaurateurs, 56 équipes. Renaud va vous parler un peu de la muséographie, je vais vous dire juste tout d'abord quelques mots en anglais, en essayant de résumer ce que je vous improvise. Well, I hope that most of you had the chance to come to the gallery. If you don't have already done it, you will come very quickly, I think. When we ran the program for the department, it was more than 10 years ago. And we were very precise about what we wanted. And our statement is that we needed national light. We wanted to have showcase which would make the objects available on all their sides. We wanted to be able to turn around all the objects, and we wanted to have no wall. Well, it was a complex program, of course. And after the architectural contest, we were very happy that the project which was chosen was the one by Federico and Mario Bellini, because it was exactly what we were dreaming about. Exactly what we were dreaming about. It was a yes, more than 10 years project involving a very huge team of people from all over Europe, Holland, United Kingdom, France of course, and Italy, as you know. And more than 56 group of restorers and monitors for works of art have been working on the project, and they all belong to you now. So I will let Renaud speak a little bit about the showcases. Bien sûr, je vais réaffirmer exactement ce que j'ai dit à Sophie la première fois que je l'ai rencontrée, après que nous ayons gagné le concours. Oui, Sophie, c'était le plus beau des programmes. Mais c'est pas aussi simple que ça. Bon, d'une part, on a tout de suite adhéré à ce programme, puisque pour nous, quand on a pris connaissance de cette collection, il était bien évidemment impossible d'aller mettre ces objets dans une vitrine murale. Si vous mettez un objet dans une vitrine murale, il est mort. Il y a une distance qui se crée entre vous et l'objet que vous mettez au placard. Et donc l'objet est mort. Donc il était absolument indispensable pour nous de raisonner sur des espaces ouverts avec une organisation de vitrines autour desquelles on puisse tourner. Ça, c'est une évidence. Alors oui, Sophie voulait des grands espaces, mais le même programme, qui celui-là n'était pas le programme scientifique, mais le programme architectural,
demandé aux architectes de placer en haut de la cour une verrière tout au niveau des toitures. On ne savait pas trop comment, parce qu'il y avait des toitures là, des toitures là, des toitures là. Et d'organiser quelque chose avec des étages, comme ça, tout au long. Le BHV, si vous voulez. Et cette demande nous paraissait tout à fait saugrenue et tout à fait contraire à ce qu'on avait perçu dans la demande de la responsable des collections. Donc on a totalement désobéi. Et je dis « oh » parce que c'était un choix bien évidemment des architectes, mais aussi poussé par le muséographe, puisque lui, il avait effectivement la bonne parole de Sophie Macari. Donc on a désobéi et on a commencé à creuser sous la terre, de façon à maintenir l'unité de la cour Visconti, de façon à ce qu'il puisse continuer à pleuvoir, à neiger dans cette cour, et que lorsque l'on se balade dans les galeries périphériques, on puisse continuer à voir la cour, le ciel. Voilà. Donc c'était là l'objet des architectes, avant tout, mais fortement approuvé par le muséographe que je suis. Donc voilà, nous voilà partis ensuite dans disposition, l'étude de cette collection, et le programme, on l'a pris comme il était, c'est-à-dire qu'il y avait un petit schéma qui organisait une collection par période, des séquences. On a pris le programme, on l'a appliqué comme ça dans la cour. C'est pas intelligent, hein, un muséographe, hein, c'est pas... Voilà. Mais ça nous a donné des règles de composition, ça nous a donné une organisation assez stricte, mais qui permettait tous les regards d'une collection, d'une période à l'autre, et de faire vivre, révéler ces œuvres qui deviennent vivantes. Je ne sais pas si tout le monde comprend, s'il faut traduire un peu, non, tout le monde parle français de toute façon. Je n'ai jamais rencontré un Italien qui ne parlait pas français. Même Franco parle français, le chef de chantier, formidable, qui s'est dévoué. J'en suis ému. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors, pour ceux qui sont allés voir, et peut-être qu'on pourrait remettre l'image, je ne sais pas, possible, c'est une image volée. Hein. On ne dira rien. Mais vous verrez que les vitrines sont disposées dans l'espace, dans un jeu aléatoire, qui pourrait paraître aléatoire, en tout cas sorti de l'image d'un imbécile, puisqu'il n'a pas mis les trucs dans l'ordre. Mais c'est une véritable, bien au contraire, si vous imaginez bien, très réfléchie, pensée. L'idée était que l'on voulait qu'il y ait une relation d'intimité avec les œuvres. Ce sont des objets souvent de petite dimension, mais surtout d'un extrême raffinement. Et on voulait qu'il y ait... Les architectes parlaient pour leur projet de l'amitié, de la main tendue. Donc c'était le même rapport que l'on cherche dans la muséographie, c'est une relation d'intimité avec les œuvres. D'où, lorsque l'on se programme, lorsque l'on se promène dans cet endroit, vous n'allez pas vers la collection, c'est la collection qui vient vers vous. C'est-à-dire que vous êtes attiré tout d'un coup par un vase, par un décor, par une céramique. C'est l'objet qui vient à vous et qui vous crée votre propre parcours. Et on trouvait là le moyen le plus formidable de faire ce parcours, puisque lorsque vous répondez à vos envies, finalement, vous prenez plaisir, et lorsque vous avez du plaisir, vous avez le souvenir. Et donc c'est ça qui fait. Alors, bien évidemment, vous pouvez faire une visite scrupuleuse dans l'ordre, mais, ma chère Sophie, on a créé un truc aussi, on peut le prendre dans le désordre. Et il suffisait de voir les gens aujourd'hui qui se promènent dans l'espace. Ils ont toujours, de toute façon, les références à proximité des vitrines, il y a l'information, ils peuvent se resituer par des cartes, ils peuvent se resituer par des textes. Et donc, à chaque fois, recevoir le message que Sophie a voulu leur délivrer. Mais ils peuvent en même temps parcourir librement. Voilà. Je ne veux pas en rajouter plus, mais c'était l'idée de cette muséographie d'intimité. Alors, bien évidemment, ça exige d'avoir des vitrines qui s'effacent. Nous, les muséographes, on ne veut pas voir les lumières, on ne veut pas voir les structures, on veut les vitrines les plus grandes, qu'on ne voit pas
qu'on ne voit pas les angles. Donc, on interroge nos chères quelques entreprises aptes à faire cela, et on les pousse toujours un peu plus loin. Donc, on leur a proposé des vitrines, effectivement, j'ai entendu, elles font 8 mètres de long, il y en a certaines qui font 8 mètres de long. Sans structure, c'est un exploit, je vous assure que c'est un exploit. Ça n'a pas été fait encore. Jusqu'à présent, il y avait encore toujours un petit tas de taches dans les angles. Là cette fois-ci, pour la première fois, c'est en 2 morceaux. Ça s'ouvre sans qu'il y ait des roulettes sur le sol. C'est un véritable exploit, même si ça. Je voudrais juste conclure d'un mot aussi, ajouter une chose qui me semble particulière dans ce projet, qu'il est plein de titres. Il me semble que c'est la première fois aussi que vous avez fait des plateaux qui roulent, je crois. C'est-à-dire qu'évidemment, comme disait très justement Renaud, on demande toujours plus. Donc nous voulions, comme vous comprenez, ce sont pour la plupart deux blocs verriers voilà, qui s'ouvrent. Alors on dégage 80% du volume intérieur de la vitrine. Ah oui, mais alors comment on nettoie l'intérieur d'une vitrine sans enlever les objets? Vous imaginez l'horreur pour un conservateur. Le vrai danger, c'est de manipuler les œuvres. Moins vous manipulez, moins vous avez de risque de casse. Alors l'idée, c'est de pouvoir accéder à l'intérieur du verre sans bouger les œuvres. Comment on fait ça? Alors c'est le plateau qui coulisse. Vous pouvez bouger le plateau, il n'y a aucune secousse, vous l'amenez tout à fait à l'autre bout de la vitrine, vous rentrez dans le volume verrier, vous nettoyez. Vous n'avez pas à bouger quoi que ce soit. Ça, c'est extrêmement important. Du point de vue de la conservation, c'est la première fois au Louvre, il faut le dire, qu'on fait un projet où il n'y a aucun médium qui dégage, je parle de façon un peu technique, excusez-moi, mais qui dégage des émissions qui sont dangereuses pour les objets. Donc on a utilisé ce qu'on appelle des médiums sans cove, donc on est en termes de conservation dans une situation optimale. Et puis vous avez remarqué aussi qu'il n'y a pas de lumière à l'intérieur de la vitrine, à une exception. Nous voulions des socles rétro-éclairés pour certains objets, d'où l'insertion de plateaux de verre dépolis pour pouvoir éclairer par en dessous certains objets qui demandent de la lumière sur toute leur face, je dirais, les métaux incrustés, les verres, et toute la lumière en dehors de ça est à l'extérieur, pour éviter l'aspect que je n'aime pas, que j'appelle vitrine de bijoutier. C'est très beau dans une joaillerie, mais je trouve ça moins beau dans un musée. Et donc, tout ça, je crois, fonctionne parce que les réactions des visiteurs qui sont venus, c'est comme on voit bien les objets.